aussi, ça va emmener une perspective sur l'importance de les infrastructures pour appuyer la prochaine génération aussi. Chaque année, la diaspora haïtienne envoie plus de 4 milliards de dollars en transfert de fonds, remittances, l'un des ratios les plus élevés au monde. Haïti importe plus de 80% du riz qu'il consomme chaque année, la quasi-totalité de son carburant, et la majeure partie de cet argent sert à acheter du blé canadien, du riz américain, on sait l'histoire de ça, et du carburant. Et l'argent revient directement ici, à l'Amérique du Nord. Le commerce bilatéral, il y a beaucoup de potentiel. Avec les États-Unis, ça dépasse déjà 1 milliard de dollars par année. Et avec le Canada, c'est environ 155 millions de dollars par année. Mais le potentiel pour accroître ce montant est considérable. Le problème, c'est le transport, la logistique. Moins d'un quart du réseau routier haïtien est pavé, comme vous savez. Le port de Cap-Haïtien traite environ 88 tonnes par année, avec une capacité limitée. Cela se voit dans le prix de, par exemple, un sac de riz. Cela se voit dans les marges de chaque entreprise qui tente de faire circuler ses marchandises. Aujourd'hui, nous allons examiner un projet dans le nord d'Haïti qui pourrait changer cette réalité. 3 perspectives de nos panélistes et une question pour vous. Quel rôle peut jouer la diaspora pour y parvenir? Ici, nous avons M. Patrick Belliard, président du groupe Fatima et président du conseil d'administration de PC Terminals. La famille de Patrick est dans le secteur du transport maritime et de la logistique dans le nord d'Haïti pendant 3 générations. Le groupe Fatima exploite actuellement le Cap Terminal à Cap-Haïtien, le seul terminal à conteneurs à service complet au port de Cap-Haïtien en opération depuis 1998. Patrick dirige maintenant le développement de nouveaux projets de port en eau profonde à Chinurette, dans la baie de Fort Liberté. Il va nous présenter la vision et l'état d'avancement du projet. À côté de lui, nous avons aussi M. Pierre Rossini-Jacques, qui est le directeur général de la Fondation maritime d'Haïti. Pierre est ingénieur maritime avec une expérience en mer dans les opérations portuaires et navales, notamment avec Canada Steamship Lines. Il détient une maîtrise en gestion du transport maritime de l'Université Memorial à Newfoundland. Ses travaux académiques ont lui apporté l'élaboration d'un cadre d'administration maritime pour Haïti. Il va nous aider à comprendre les enjeux, les conditions institutionnelles et politiques nécessaires à la réussite d'un tel projet. Et nous allons aussi accueillir M. Isaac Bosquet, directeur général de Damsara, une entreprise haïtienne et canadienne basée ici à Montréal qui, entre autres activités, importe des produits des Caraïbes et d'Afrique pour desservir les communautés de la diaspora ici à Canada. Isaac apporte un point de vue de quelqu'un qui fait circuler des produits à travers les frontières du quotidien et qui connaît de première main le coût des lacunes logistiques d'Haïti. Donc, je m'appelle Ryan Rowe, je dirige le cabinet de conseils sociaux ici à Montréal. Depuis 15 ans, j'ai eu le privilège de travailler en Haïti et pour Haïti, sous plusieurs angles tels que dirigeant et conseiller des investissements en infrastructures essentielles, de plaidoyer, de conceptualisation des politiques institutionnelles. Je suis fier d'avoir eu une main dans la direction de près de 6 millions de dollars d'investissement dans le pays. Et c'est un pays que je connais de l'intérieur et c'est un honneur d'être parmi vous. Donc, j'aimerais demander à notre présenteur si votre présentation est actuellement prête. Oui, voilà. Donc, Patrick, la parole est à vous.
Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour faire cette présentation. Je l'ai fait plus de 100 fois déjà. Et puis on m'a donné seulement 10 minutes, 12 minutes. Je vais essayer de résumer 5 ans en 12 minutes. Le projet, c'est un projet qui a commencé en septembre 2020 avec l'idée d'avoir un port international en dehors du port de Cap-Haïtien. Concentrer, décentraliser le port du Cap-Haïtien. Et au Cap-Haïtien, on sait déjà que c'est un port qui est dans une ville historique. Ça allait arriver que ce port soit saturé. Je sais pourquoi, depuis 2020, on a pensé à avoir ce projet. Et c'est un projet dans la baie de Fort-Liberté. Pour les gens qui ne connaissent pas la baie de Fort-Liberté, c'est ça la baie de Fort-Liberté. C'est dans cet espace-là qu'on a dû sécuriser 1072 hectares d'espace de terre. Et à ce moment-là, on a créé la compagnie PC Terminal. PC Terminal, c'est Port Chinoret Terminal. La zone s'appelle Chinoret. Je sais pourquoi on dit PC Terminal, c'est Port Chinoret Terminal. Et avec S. Pourquoi on met S? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'autres ports. Terminal à l'intérieur. Maintenant, quand on a eu le terrain avec DGI, la DGI, c'est eux qui ont c'est un terrain appartient à l'État. C'est la DGI qui a le droit de donner cet espace. Et en août 2021, on a eu l'avantage pour sécuriser le terrain. Et avec cet avantage-là, on avait le choix de payer 7500 gouttes par hectare si c'était agriculture, mais si c'est commercial, c'est 20 000 gouttes par hectare par année qu'il fallait payer. Comme ça, on a dû choisir les 20 000 gouttes, qui est 20 000 gouttes par hectare. Ça veut dire quoi? Chaque année, on paie à l'État haïtien pour sécuriser cet espace-là qui est en fermage à peu près 22 millions de gouttes, qui est parfois c'est 200 000 $, parfois ça dépend du taux d'échange. On a dû payer à l'État haïtien depuis 2021, c'est 5 ans déjà, chaque année, près de 22 millions de gouttes pour faire marcher. Après avoir le terrain, maintenant on doit savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce terrain. C'est pourquoi ça a pris autant de 5 années. On devait commencer avec les études. Études bâtiments publics. Études bâtiments publics, pourquoi? C'est parce que nous devons savoir la profondeur d'eau. La profondeur d'eau, c'est combien ça fait l'entrée du port. On devait savoir exactement qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cet espace-là. Il y a une année, on avait 3 compagnies. Une compagnie américaine qui s'appelle Tosal et 2 compagnies européennes qui travaillaient pour l'entrée, pour savoir exactement la profondeur. On a su que la profondeur est de 15 mètres de profondeur. Il y a à peu près 50 pieds de profondeur. Avec 50 pieds, on peut recevoir des navires jusqu'à 200 000 tonnes de capacité, qui s'appelle Post-Panamax. On a dû faire des études sol, études de vent, études environnementales. C'est après ces études-là qu'on a, les 3 compagnies ont décidé, voilà ce qu'on peut faire pour vraiment utiliser le terrain. C'est ça, c'est le plan principal, ça veut dire le master plan, qui on a dû choisir en dessous, là où on va avoir la première phase, qui est le port royal. Maintenant, ce projet-là a 5 phases. Ça veut dire qu'on a le port commercial pour subventionner là, pour utiliser comme le même que le port Cap-Haïtien, le port du Cap-Haïtien. On a le port de transit qui pourrait être en compétition avec d'autres ports de transit dans la Caraïbe. On a le port de croisière et des hôtels et aussi un aéroport qui n'est pas là, mais nous allons voir bientôt. Donc, dans ces 5 phases-là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on peut seulement commencer avec la première phase qui est le port commercial. Et pourquoi? C'est parce qu'avec ce port commercial, on peut décider, on peut voir avec les statistiques et comme haïtien, et on ne peut pas éviter les étrangers de venir maintenant parce qu'ils disent qu'ils doivent
sécurité, droit dans l'élection et tout ça. Mais nous, comme Haïtiens, on le fait aujourd'hui au Cap Haïtien avec la quantité de marchandises qu'on reçoit déjà au Cap Haïtien. Ça c'est révélé que c'est profitable pour faire un port commercial qui est plus grand que le port du Cap Haïtien. C'est pourquoi on a commencé avec ce projet. On a fait l'étude de faisabilité, c'est rentable. Pour construire le port, la première phase, c'est à peu près 100 millions de dollars. Et avec 100 millions de dollars, on est en train de travailler avec des institutions financières pour 60 millions de dollars et on va faire un levée de capitaux de 40 millions de dollars. Maintenant, là, je vais vous montrer plus ou moins ce qu'on va faire à l'intérieur. Ce que vous devez comprendre, c'est que la stratégie, c'est la première fois qu'un projet de cette envergure dans le nord d'Haïti, en ce moment précis, où tout le monde dit que l'Haïti, c'est le désastre. Mais on vient avec un projet pour dire, écoute, on peut faire la différence. Et la différence, c'est quoi? C'est faire un projet qui n'est pas un projet familial, ce n'est pas un projet de petit groupe, c'est un projet inclusif. Et dès le début du projet, on commence à faire tout au niveau international. Parce qu'on sait qu'arriver aujourd'hui, là où on est, on peut offrir ce projet à n'importe qui, de n'importe quel pays. Et ce projet, c'est bien sûr, nous, par exemple, comme Cap-Terminal, on va être un client de ce projet. Le port va être géré par une institution internationale. Cap-Terminal serait un client. Il y aura beaucoup d'opportunités parce que je vais mentionner toutes les opportunités qu'il y aura dans ce projet-là. Mais je vais vous dire que c'est un projet qui est bienvenu à tous les diasporas de partout. Les gens d'Haïti, on travaille déjà avec la communauté de Fort-Liberté, du Nord, du Nord-Ouest et même de Port-au-Prince pour les inviter à participer dans ce projet. Alors, c'est un projet, je veux vous dire que très bientôt, on va venir vous présenter la possibilité d'investir dans ce projet. Parce qu'on a dû engager Profil, qui est une compagnie financière en Haïti, qui fait des analyses des documents. Et avec les analyses des documents, on peut dire, voilà, on a tout confirmé. Cette compagnie a tout respecté les normes. Et comme ça, c'est sûr que c'est profitable et je vous garantis que vous pouvez participer. Alors là, je vais vous montrer les choses techniques. Par exemple, là, ça c'est le plan global. Ces trois navires là, c'est le port de transit. C'est pas ce projet, c'est pas le premier projet. L'autre projet, le port royal, c'est à côté, c'est de l'autre côté. Ça veut dire là où il y a le bateau rouge, par exemple. Et tous les autres, ce sont des espaces qui sont disponibles pour royal. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire un entrepôt de pétrole, c'est bienvenu. Il y a d'autres activités qui vont se faire, la cimenterie, la farine, le riz, et tout ça, c'est disponible au port royal. Ça veut dire qu'il y a des compagnies qui veulent investir, ils peuvent venir et puis passer dans le port royal pour planifier. Ça, c'est le plan principal. Ça, c'est pour dire le droit stratégique, où ça s'est placé, ça veut dire tout près des États-Unis et de la Caraïbe. Là, ce sont des silos de cimenterie. Tout ça, c'est disponible dans le pays. Quand il y a des investisseurs qui viennent, quelqu'un dans la salle pour trouver une compagnie qui veut faire de la cimenterie, qui est intéressé pour dire, OK, on va venir voir ici terminal pour dire que j'aimerais investir, est-ce que je dois avoir de la place pour faire de cimenterie, pour un entrepôt de grains. C'est bienvenu, ce n'est pas quelque chose qui est fermé, c'est vraiment ouvert. Donc, ce sont les types de navires qu'on va recevoir, et avec les groupes, ça va être complètement différent. On va recevoir de l'acier, du ciment, et encore de
port. Ça, c'est le plan de Port-Royal qui va commencer. On veut dire, dans le plan global, c'est seulement cette partie-là qui va être Port-Royal. On veut dire, on commence avec la première phase, mais la vision, le projet, c'est ce qu'on a montré avant. Mais la première partie qui va commencer, quand on parle de 100 millions d'euros, c'est cette partie-là, qui va avoir les tactiques de l'État ici, l'autorité portuaire, la police, BLTS, la CEMANA et tout ça. Et puis, il va y avoir des restaurants, hôtels. Encore, c'est un moyen d'investir. Les hôtels qui vont être là, c'est quelqu'un qui peut investir pour les hôtels. Le restaurant, c'est pareil. Ce n'est pas seulement le port. Il y a tant d'autres opportunités qui viennent avec le port. Et puis, il y aura aussi des espaces alloués pour faire des entrepôts. Par exemple, dans la salle, c'est sûr que vous allez avoir un entrepôt pour recevoir des marchandises qui vont l'exporter ou des marchandises qui arrivent. Tout ça encore sont des opportunités dans le projet de Port-Royal. Bon, en gros, c'est ça pour cette partie de Port-Royal, mais je vais vous présenter une vidéo si c'est possible pour voir exactement tout ce qu'on a fait dans la présentation. Est-ce que c'est possible de passer une vidéo? En attendant, je vais vous dire que je sais que vous avez beaucoup de questions, je vais répondre à les questions plus tard, mais en attendant, j'essaie de vraiment résumer tous les segments pendant 10 minutes. C'est très difficile pour moi, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer ou à dire. Et cette partie, c'est la partie de notre projet, qui est la partie touristique du projet. Alors, ça, c'est le rêve qu'on a préparé pour faire la présentation. Aujourd'hui, c'est disponible. On a l'espace, on a la plage et tout ça, mais on ne peut pas parler de ça parce qu'on n'a pas de firme, d'organisation qui est déjà intéressée. Lorsqu'on parle de Montréal, ça, on commence, la construction est déjà. On a commencé avec la construction. Mais de ce côté-là, la partie touristique, cette partie-là, c'est ce qu'on fait, c'est la vision. Ça veut dire, on aimerait avoir une compagnie de croisière. On a l'espace réservé pour ça. On a l'espace réservé pour les hôtels. On a l'espace réservé pour golf course et airport. Donc, ça fait partie globale du projet. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, mais on parle seulement du Montréal à cause que ça, c'est ce qu'on a pu réaliser qui est tangible et qu'on a déjà commencé et qu'on va vendre des actions très bientôt. Malheureusement, il y a une vidéo, peut-être plus tard on pourra passer, mais de moi ça. Merci.